à la cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser Science, comme chaque mois avec Marion Guillemin. Bonjour Marion. Bonjour. Vous allez bien, en forme? Oui, très bien, et vous? Voilà. Bonjour à toutes et à tous nos auditeurs, n'est-ce pas? Et nous allons parler donc du numéro de Science Ouest du mois de mars 2025. Tout d'abord, le dossier. Le dossier, c'est chercher ensemble, c'est-à-dire mettre à contribution, en quelque sorte, les citoyens à partager. Ça, finalement, avant, jusqu'au XVIIIe siècle, la recherche était l'affaire d'amateurs. Il n'y avait pas de chercheurs professionnels en soi, quoi. Et progressivement, les choses ont changé. Et maintenant, il y a des chercheurs professionnels. Et il est important pour eux de partager non seulement leurs connaissances, mais de partager leurs recherches en demandant la contribution, s'ils le veulent bien, des citoyens. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Marion ? Oui, alors c'est un sujet assez intéressant parce que on parle tout le temps des scientifiques, des chercheurs qui sont des acteurs indispensables au bon fonctionnement de notre société et à la compréhension du monde. Et c'est vrai que on en entend beaucoup parler sans trop savoir ce qu'il en est, à part évidemment ceux qui y participent. Mais il y a des projets de recherche qui impliquent des citoyens. Donc on parle de science ou de recherche participative. Le nom est encore en discussion. Il y a plusieurs noms. La définition, effectivement, est encore en discussion. Il n'y a pas encore de consensus, mais les scientifiques ont quand même eu pas mal de choses à nous dire à ce sujet-là. Donc, c'est effectivement une démarche qui permet aux citoyens de participer. Alors, ça peut être de temps en temps, ça peut être au quotidien, ça peut être en cours de projet. Voilà. L'idée, c'est de participer à un projet de recherche qui est quand même, il faut le dire, construit, adapté pour impliquer les citoyens. Alors, il y a des disciplines pour lesquelles ça paraît plus facile que d'autres, mais certaines s'y frottent quand même, essayent. Et l'idée, c'est quand même de pouvoir découvrir la méthode scientifique et de permettre de récolter des données. Donc, c'est vraiment un travail collectif, d'équipe, entre les scientifiques qui, eux, mènent ces projets-là au quotidien. Ils ont vraiment tous les outils en main, on va dire, et qui transmettent au grand public leurs méthodes qui leur permettent aussi de participer, de contribuer. Et finalement, on découvre, je reste un peu global pour donner les grandes lignes, mais on découvre que finalement aussi les contributeurs, les citoyens apportent évidemment aux scientifiques. Donc c'est là où c'est vraiment complémentaire de d'autres projets qui n'impliquent pas forcément les citoyens. Et puis, on a interrogé, donc on parle de cette pratique, comment ça se passe, depuis quand, etc. On a posé la question aussi de qui participe vraiment. On découvre que il existerait autant de profils que de projets. Donc il y a quand même, les scientifiques nous expliquent que les participants ont entre 40 et 70 ans, donc quand même une fourchette assez large, qui représente une grande diversité de métiers, mais que ce sont quand même des gens plutôt confiants dans les sciences que la moyenne et qui prennent le temps. Mais malgré tout, malgré ces caractéristiques assez précises, il n'y a pas de profil type, donc c'est assez intéressant. Et puis évidemment, en termes de projets, il y a beaucoup de choses, notamment en Bretagne, qui impliquent les scientifiques, donc ça peut aller de compter les papillons ou les oiseaux dans... Pardon ? Oui, vous avez quelques exemples, vous avez commencé à le dire. Donc, oui, ça peut aller de compter les papillons ou les oiseaux dans un jardin, mais aussi de participer au laboratoire ou ailleurs. Mais ça peut être de la collecte de données à la réflexion au protocole jusqu'à l'analyse finalement. On se pose aussi la question de est-ce qu'elles font vraiment avancer la recherche ? Comment en fait le regard des citoyens, des participants peut bousculer les scientifiques et comment ils peuvent aussi apporter
une certaine expertise que je disais tout à l'heure. On aborde la question de la formation parce que voilà, il y a quand même si les participants peuvent être sensibles, avoir un certain intérêt pour les sciences, il y a parfois besoin d'une certaine formation, et également du côté des scientifiques pour pouvoir aussi bien communiquer avec les participants. Et on s'interroge sur justement est-ce que cette pratique peut être finalement très utile aux transitions. Est-ce qu'elle permet de restaurer la confiance envers les sciences, et qu'est-ce qui peut se passer après? Voilà. Bon, je laisse ces questions grandes ouvertes auxquelles on répond dans notre dossier, mais c'est vraiment intéressant et ça permet vraiment, j'espère en tout cas, de comprendre comment ça se passe et peut-être de susciter l'envie à certaines personnes de participer au projet. Donc l'idée, c'était pas de faire un catalogue des projets en Bretagne, c'était plutôt d'expliquer, de discuter de cette démarche et de l'illustrer en fait à travers certains exemples. Parce que la liste est très très longue et évidemment on en a oublié c'est même pas qu'on en a oublié, c'est qu'on ne pouvait pas tous les lister. Mais j'invite vraiment les personnes qui pourraient être intéressées à lire ce dossier et à peut-être entrer en contact avec certains scientifiques pour voir comment ils peuvent prendre le train en cours. Et donc, voilà. Et donc pour prendre contact avec les scientifiques, il suffit de téléphoner à des laboratoires ou d'envoyer des mails. Oui, puis vraiment, s'ils recherchent des projets différents et les grandes antennes, je pense notamment à l'IFREMER ou le CNRS, ce n'est pas le seul, mais peuvent vraiment les diriger et sur Internet en tapant différents... en quelques recherches, en fait, vous pouvez trouver différentes thématiques de projets de recherche en cours. Et c'est vrai qu'on en a cité quelques-uns, mais il y en a plein d'autres. Voilà, donc c'est assez incroyable. Et justement, c'est aussi ce qu'on voulait. On voulait aborder ce sujet pour savoir quel est l'impact de ces projets qui finalement sont de plus en plus nombreux. Est-ce que vraiment il y avait un effet de mode ou pas? Voilà, c'est ce qu'on a voulu aussi questionner. Vous avez cité des exemples, notamment dans le cadre des sciences sociales, notamment de l'environnement, oui, etc. Tout à fait. Mais pas dans le cadre des sciences dures. Hein. C'est vrai qu'en mathématiques pures... C'est ce que je disais, c'est moins facile en fait de les intégrer. Ouais. Oui, tout à fait. Mais quand même, certains tentent de s'y ouvrir. On n'a pas cité de sujet en particulier, mais on a un maître de conférence en sciences économiques qui nous parle quand même de projets collaboratifs autour des indicateurs de richesse, de bien-être ou de pauvreté. Et donc c'est assez, on s'y attend moins qu'au comptage d'oiseaux, par exemple. Donc c'est assez intéressant. Mais c'est sûr qu'en biologie moléculaire, par exemple, c'est pas évident, et encore peut-être. Dans la recherche fondamentale, c'est moins évident. Oui. Mais bon, c'est déjà quand même une ouverture importante et un dialogue entre les citoyens et les scientifiques. Tout à fait. Et éventuellement les politiques, parce que l'idée c'est aussi bien sûr, d'avoir un impact derrière au niveau des politiques publiques. Tout à fait. Bon, merci Marion pour ce... Mais de rien. pour ce long discours intéressant sur ce sujet. D'autre part, maintenant, un deuxième article sur les urbex. Alors, urbex, ça veut dire... exploitation urbaine, on inverse. Exploration urbaine. Excusez-moi. C'est vraiment l'exploration de l'abandon, en fait. Exploration urbaine. Donc, quelque part, on inverse URB avec X, ça fait urbex. Voilà, c'est ça. Et donc, bon, il y a des dimensions historiques, il y a des disparitions programmées. Bon, vous pouvez nous dire un peu tout ça? Oui, alors c'est un sujet que nous avions dans nos tiroirs depuis très longtemps parce qu'on en parle souvent et on avait envie de l'aborder et du coup on en a fait un grand angle. Vous avez vu, il y a 4 pages avec des très belles photos. Très bien. 4 pages. Des très belles photos prises par une des scientifiques notamment qu'on a interviewé, qui fait l'objet de notre une parce que c'est un sujet qui, je pense, peut intéresser tant le milieu scientifique que le grand public, et dans le grand public qui ne serait pas forcément intéressé par les sciences. C'est un sujet finalement qui intéresse tout le monde, qui intrigue beaucoup, parce que c'est l'exploration de lieux abandonnés. C'est une pratique qui n'est pas légale, mais qui est quand même utilisée. Oui, ce n'est pas légal de laisser un bâtiment abandonné. Normalement, c'est. Alors c'est surtout pas légal d'aller sur un site qui appartient quand même. Un site appartient toujours à quelqu'un. Puis au niveau sécurité, pénétrer en fait relève de la violation de la propriété privée. Donc la pratique de l'urbex
l'urbex n'est pas autorisée, mais malgré tout, elle existe, elle perdure, elle se développe avec notamment 3 règles, ce qui est assez cocasse puisque c'est une pratique illégale. Il y a quand même 3 règles qui sont apparues, ne pas divulguer les lieux, ne pas abîmer et ne rien emporter. Voilà, ça je trouve que c'est important. D'ailleurs, vous verrez les images dans Science Ouest, on ne sait pas, nous-mêmes on ne sait pas où c'est, et les scientifiques ne dévoilent pas où sont ces lieux, donc peut-être que certains lecteurs reconnaîtront. En tout cas, nous, l'idée c'était de montrer différents sites, parce qu'effectivement, on parle d'urbex, ça peut être un manoir déserté, une usine délaissée, ça peut être une église ouverte à tous les vents, ça peut être vraiment différents espaces, ça peut être des toits, des souterrains ou même des grues. Voilà, ça peut être plein d'infrastructures, de lieux différents où la nature reprend parfois ses droits. Des arbres qui poussent dans des maisons, hein, carrément. Tout à fait. Arriver, oui. Et donc on a interrogé des scientifiques qui pratiquent cette exploration, qui étudient, même on a eu Aude Le Gallou qui est géographe et qui étudie le phénomène en France, et finalement, elle nous apporte différentes explications sur le pourquoi certaines personnes pratiquent l'urbex. Donc, ça peut être principalement une volonté de découvrir vraiment l'esthétique de ces ruines et de les photographier, parce que je parlais de photographie, mais c'est quelque chose qui est vraiment très très beau et qui amène vraiment une esthétique incroyable. Donc, il y a beaucoup de photographes, de personnes, même amateurs, qui photographient ces lieux. Mais il y a aussi une recherche d'adrénaline qui peut expliquer aussi cette pratique, et une recherche aussi de performance physique. Donc c'est très intéressant, elle nous parle de cette pratique. Et puis on a eu aussi Bluhen, 22 ans, qui elle est passionnée surtout de la batterie du Bégo. Donc on va dans le Morbihan, il nous fallait un peu de Bretagne quand même. Et elle, en fait, elle étudie vraiment l'ensemble de ces fortifications qui, je le rappelle, constituent l'un des sites les plus importants du mur de l'Atlantique sous l'occupation. Oui, donc il y a vraiment une véritable histoire de cet endroit. Et en fait, elle, c'est incroyable, elle peut passer des heures à se documenter, à faire des plans, des bunkers sur du papier millimétré, et elle traduit les inscriptions qui y restent. Donc finalement, c'est vraiment un travail qui permet en fait, elle recherche vraiment les différentes traces, les différentes informations que le lieu peut lui apporter, et ça lui apporte vraiment une complémentarité à ce que elle peut trouver dans les archives. Donc c'est un lieu d'histoire, c'est vraiment des lieux qui sont pas très anciens finalement, par rapport à des ruines où les archéologues vont fouiller, mais c'est vraiment des endroits qui relèvent de nombreuses émotions et qui peuvent permettre de comprendre un petit peu ces lieux qui sont en train de disparaître. Et c'est une pratique qui interroge beaucoup la notion d'abandon. Voilà, j'en dis pas plus parce que ça, c'est une grande partie de notre article, mais c'est très très intéressant, et c'est un sujet qui, je pense, peut plaire vraiment à une diversité de lecteurs. Par contre, non seulement on ne doit pas y pénétrer, enfin c'est interdit effectivement, et deuxièmement, on ne doit pas dessiner sur des murs ou des choses comme ça. Ce que l'on voit, par exemple, pour les blocos au niveau du mur de l'Atlantique, on voit des gens qui peignent. Normalement, c'est interdit. Aussi. Je pourrais pas développer la partie juridique. Je ne sais pas à quel point, pour certains, c'est autorisé ou pas. Ce que j'en sais, vous savez. C'est possible, ouais, effectivement. En tout cas, et puis ça peut être. Les graffeurs ne sont pas forcément des personnes qui ont fait de l'urbex. En fait, c'est compliqué. Il faut pouvoir dater aussi les graphistes. Ça sera un vaste débat, ça. Oui, l'idée, ce n'est pas de dégrader, effectivement. Tout à fait. C'est de pouvoir contempler. Tout à fait, voilà. C'est important. Deuxième article, indépendamment du dossier, la physique des habits. Alors le chercheur en question dit que quand il est habillé comme tout le monde, n'est-ce pas? Mais lui, il s'interroge sans cesse. Il change de chemise ou il met un pull et tout. Et tout de suite, il pense physique dans le cadre de cela. Et donc, il dit que les points de contact et de friction entre les fils sont essentiels à
à la souplesse, et il fait des comparaisons avec les cheveux mêlés ou les cheveux lisses, entre autres. Mais j'en dis pas plus, c'est vous qui allez dire. Tout est dit, effectivement. C'est un physicien à Rennes qui étudie la façon dont les vêtements, donc les textiles, en fait, s'étirent et se déforment. C'est assez incroyable, et il s'en amuse beaucoup, en fait. Il nous explique effectivement comment il y a des propriétés mécaniques particulières dans le textile, et qui permettent justement au tissu, finalement, de, entre guillemets, se tenir ou pas, se déformer ou de pouvoir être étiré. Et c'est toute une histoire de friction. Et effectivement, alors il explique que lui, ce qui le motive, c'est vraiment le plaisir de comprendre, que c'est une recherche fondamentale. Donc effectivement, il n'y a pas forcément d'application immédiate. On pourrait se dire mais à quoi ça sert, mais ça reste très important dans la mécanique. Oui. Et effectivement, il nous explique qu'il est spécialiste des problèmes de nœuds, et que là, il cherche il va mener d'autres recherches sur les cheveux mêlés, parce que c'est aussi une question de point de contact et de friction. Voilà, donc c'est assez intéressant, et c'est vrai que cette histoire de cheveux est assez originale. Il y a vraiment un lien assez inattendu. Donc oui, on a un peu de physique aussi dans ce numéro, et c'est très intéressant de comprendre justement cette question de déformation et de tension. Je la développe pas ici, mais ma collègue Violette, qui a écrit l'article, l'explique très très bien, et le physicien nous a très bien décortiqué. Il a bien démêlé les nœuds de ce sujet. C'est très intéressant. Non, très intéressant comme les autres articles, parce qu'il y en a d'autres des articles. Il y en a pas mal. Oh oui, ils sont comme nombreux. Toujours. Oui, ils sont très nombreux. Alors moi, j'ai aussi noté la carte blanche d'Erwan Fleischer sur le cœur artificiel, mythe ou réalité. Et Erwan Fleischer est bien connu, il a écrit un très bon livre sur sa vie de chirurgien cardiaque. Et cette carte blanche est intéressante dans la mesure où elle pose bien le problème éthique et le problème technique aussi. Et donc actuellement, les recherches se poursuivent pour mettre au point. Alors, il y a eu déjà des essais, bien sûr, de cœurs artificiels, mais maintenant, c'est mettre au point en perspective des cœurs artificiels qui seraient relativement sûrs. Et donc, c'est pour bientôt, quand on ne sait pas, mais en tous les cas, ça avance. Et donc, c'est une carte blanche très intéressante du professeur Erwan Fleischer. On a également la question de science. C'est quoi l'eau de Javel? Est-ce que c'est naturel ou pas? Et donc, c'est Michel Cabaret. Grande question. Oui. Et Michel Cabaret nous répond à cela, et on ne va pas donner la réponse. Il faut aller lire. Absolument. Vous la trouverez dans Science Ouest en page 25. Et donc, deux livres. Un livre intéressant sur la tyrannie du cerveau de Jean-Jacques Hublin aux éditions Robert Laffont. Un autre livre d'Alain Aspect, qui est prix Nobel. C'est Si Einstein avait su, c'est aux éditions Odile Jacob en 2025, et l'autre c'était en 2024. Enfin voilà, vous pouvez découvrir tout ça Marion, à l'espace des sciences ou par Internet. Tout à fait, ou en ligne directement sur notre site Internet, vous pouvez le commander. Vous pouvez aussi vous abonner, mais vous pouvez tout à fait acheter uniquement ce numéro-là ou un autre, évidemment, ou plusieurs. Enfin voilà, tout est possible. On a une boutique en ligne très... Et on rappelle en ligne, on rappelle l'adresse peut-être, Marion. Sur le site de l'espace des sciences, donc c'est espace-sciences.org. Voilà. Je dis pas de bêtises, voilà. Vous savez tout. Ou directement sur science-west.org. Voilà. Mais c'est le même en fait. Vous avez, oui, je vérifie en même temps. Espace au singulier-science au pluriel.org ou science au pluriel-west.org. Ça revient au même, parce que quand vous arrivez sur la page de Science Ouest, vous êtes sur le site de Science Ouest, et c'est sur cette partie-là où vous aurez acheté un magazine, vous abonner. Donc vraiment tout est possible. Et sinon, effectivement, dans différents points de vente, quelques librairies le vendent, mais aussi au laboratoire de Merlin, à l'espace des sciences, au champ libre. Voilà. Merci beaucoup, Marion. Donc tout est dit. À vous. Et donc et à très bientôt. Il y a de la lecture là, et on se retrouve le mois prochain, Marion. Et je vous souhaite bon courage pour la préparation du numéro suivant. Voilà. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir à toutes et à tous. Prenez soin de vous.
Marion, donc vous m'envoyez la une, bien sûr, comme Oui, d'habitude. avec plaisir. Je vous le fais tout de suite, comme ça vous pouvez la récupérer. Et puis, bon. Je voulais juste vous prévenir que je serai en congé. Je vais vous le mettre dans mon mail. Ouais, d'accord. Parce que j'ai pas mon agenda avec moi, mais je serai en congé début avril. Ouais, bon, donc, mais je pense que ça coïncide. Je pense que je serai de retour pour les dates habituelles. Donc, je pense que ça change. Vous aurez le temps de le recevoir, de le lire comme ça. Oui. Mais je vais vous les indiquer comme ça, qu'il n'y ait pas de surprise quand vous m'enverrez le mail. Voilà. Ouais. De toute façon, on garde le contact. Comme je les ai, autant que je vous les indique. Puis moi, je vous envoie de toute façon, dès que je reçois Science Ouest, je vous envoie un message. Oui, voilà, mais comme ça, vous connaîtrez déjà mes dates d'absence. Comme ça, ce ne sera pas la course avec Radio Laser. Je vous remercie, Marion. Voilà. Merci à vous. À très bientôt. Bonne journée. Merci, Bernard. À bientôt. Vous aussi, au revoir. Au revoir, Marion. Au revoir.